Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette projection débat des Jeudis de Lima, consacrée à un film dont certains d'entre vous, évidemment, ont eu l'occasion de voir sur Public Sénat en avant-première, et puis il a été rediffusé. Et puis, ce film s'inscrit dans la continuité de tout un travail mémoriel sur un événement dont on a abordé déjà à travers un débat l'importance dans le paysage politique hexagonal dans les années 80 et ses retombées sur la jeunesse maghrébine et étrangère. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu vraiment des changements ou est-ce que la situation est toujours la même? Bon, ce sont des questions qui ont été soulevées, posées au cours du débat qu'on avait organisé dans le cadre d'un Jeudi de Lima avec Naïma Yahi et un panel d'acteurs qui ont pris part à cet événement. Là, ce soir, donc, c'est le prolongement à travers ce film réalisé par Samia Chala, Naïma Yahi et Thierry Leclerc. Et évidemment, la participation du père Christian Delorme et dans tout l'historique de cette marche, appelée par les uns la marche des beurs, par d'autres la marche de la dignité, est cruciale, fondamentale dans l'histoire de la France. Et évidemment, on a vu les retombées de cet événement, ne serait-ce qu'en termes médiatiques. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Je dirais que dans l'ensemble, il y a une tendance sympathique à l'égard de cet événement. Et je crois que le plus important, c'est de revivifier la mémoire de manière à ce que la jeunesse puisse se reconnecter à cet événement et à ne pas oublier. Je laisserai le soin tout à l'heure à Naïma Yahi de développer un peu tout ça en s'appuyant sur le film. Je voudrais juste vous annoncer tout à l'heure, malheureusement, pour des raisons de calendrier, elle n'a pas pu être à l'heure, la présence de la garde du Sceau, Madame Christiane Taubira, qui va venir à 19h pour nous accompagner, peut-être participer aussi au débat. Ce sera l'occasion peut-être de la faire réagir sur cet épisode, sur cette histoire, et j'espère qu'elle voudra bien se prêter à ce jeu. Voilà, je remercie nos invités et je passe le micro à Naïma Yahi. Merci Mathie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tout d'abord, je renouvelle mes remerciements à l'Institut du monde arabe qui nous a permis encore une fois cette année de donner le temps à l'histoire et d'évoquer cette séquence importante, une séquence importante pour l'histoire des mouvements sociaux en France, une histoire importante pour notre histoire contemporaine et surtout une histoire importante en termes de mémoire de mobilisation pour l'égalité et contre le racisme. Vous entendez beaucoup parler en ce moment de ces problématiques, à tort et à travers, et je pense que le temps de l'histoire et de la mémoire nous a permis, dans le cadre de cette collaboration, alors entre une jeune historienne, oui j'aime bien me qualifier de jeune, je peux encore le dire Thierry, voilà, Thierry qui se présentera, donc Thierry Leclerc, grand reporter à Télérama pendant 25 ans,
plume de nombreux journaux, dont l'hebdomadaire de l'immigration sans frontières, où tu as couvert en partie son premier papier sur la marche pour l'égalité contre le racisme. Et Samia Chala, la réalisatrice, qui s'excuse également de son retard, elle est dans un train qui vient de Marseille. Et donc, elle nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée. Et j'excuserai Jida Tazdaït, qui aurait aimé être là ce soir. Ce n'est que partie remise. Elle est également venue de Lyon et elle a eu quelques soucis. Alors, je remercie, avant de céder la parole à Thierry, Monsieur Christian Delorme, plus connu sous le nom de Père Christian Delorme. Je fais le moment publicitaire parce qu'il ne va pas en parler, alors je vais en parler. Donc, il vient de sortir cet ouvrage, La Marche. Donc un témoignage, je pense, central pour faire l'histoire d'un des principaux initiateurs, organisateurs de cette marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors, la petite blague, c'est qu'on vous a dit qu'il y aurait une signature ce soir, mais vous êtes, cher Christian, dépassé par le succès de l'ouvrage, donc on n'a que 3 exemplaires, dont celui-ci. Donc on va le mettre aux enchères pour une bonne cause, pour la paroisse d'Oulin, pour les œuvres de Christian. 3 exemplaires de ce témoignage que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Je vous informe, cher Christian, qu'il est en rupture de stock chez votre éditeur. Donc, excusez-nous pour la signature qui n'aura lieu que sur 3 exemplaires. Donc, à l'entrée, vous pourrez vous battre pour avoir l'un de ces 3 exemplaires. Et en tout cas, la librairie sera réachalandée cette semaine. Il sera disponible à la librairie de l'Institut du monde arabe. Voilà, ça c'était pour le moment publicitaire. Et puis, blague à part, on développera notre propos après la projection, que je vous souhaite très bonne. Et je te cède la parole. Merci Naïma. Très rapidement, parce que c'est toujours énervant de disserter sur un film qu'on n'a pas encore vu. Je voudrais juste dire 2 choses. Vous avez vu l'ampleur qu'a pris cette commémoration. Ça devient presque un fait anthropologique en soi. C'est 30 ans et la dimension que ça prend. Nous, dans ce cadre-là, je crois que pas de trahir notre équipe en disant qu'on ne voulait pas faire évidemment une commémoration pour la commémoration. On voulait faire clairement un film d'histoire et un film politique. C'est-à-dire que l'espace documentaire est un des derniers, je crois, beaux espaces politiques, au sens le plus noble du terme. Et on voulait évidemment la rigueur de l'historienne, mais on a un point de vue aussi, et vous verrez, vous le partagerez ou peut-être le partagerez pas, mais c'est ce qu'on voulait faire parce que la fiction peut donner dans le conte, dans autre chose, et c'est très bien, chacun à sa place, mais nous on voulait être à la fois plus près de sévérité de nos personnages et surtout faire un film pas seulement sur l'histoire et les coulisses de la marche, mais faire un film sur la génération marche. Et c'est pour ça que vous verrez, nos intervenants sont tous marcheurs ou pas, mais issus de cette génération. Encore un petit mot pour dire merci à GEM Productions et à Public Sénat qui sont nos deux fées, nos 2 accoucheurs qui ont permis de faire ce travail, qui s'est fait à l'énergie, qui s'est fait dans des conditions d'urgence, mais à la limite, je dirais, c'est presque pas votre problème. C'est dur de faire un documentaire, mais le principal, c'est de le voir et de regarder. Simplement, sachez qu'on y a mis énormément d'énergie, qu'on voulait à tout prix le sortir, ce film, et qu'on est, voilà, on est content de ça, et j'espère que ça transparaît, que ça se sent dans les images. Christian Delorme, vous n'avez pas vu, je crois, encore le film. Vous voulez en parler avant ou après? Vous voulez dire un mot? Merci. Non, je n'ai pas vu le film, mais je vais le découvrir avec vous. Simplement, moi, je veux souligner une fois de plus combien la marche dont parle le film a été une aventure collective. Certes, il y a eu un petit noyau au départ de jeunes du quartier des Minguettes, et c'est vrai que quand on regarde 30 ans après, on se dit comment est-ce que cela a été possible, comment ces jeunes qui n'étaient jamais sortis de leur quartier, qui étaient pleins de souffrance, ont trouvé suffisamment d'énergie en eux pour se dire on prend notre courage et on va à la rencontre de cette France qui pourtant nous fait peur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais cette marche, elle n'aurait pas pu se dérouler s'il n'y avait pas eu tout au long du parcours des milliers de gens qui nous ont rejoints, qui nous ont reçus, qui nous ont accueillis, qui ont animé des débats, qui ont fait des meetings, jusqu'à la fameuse arrivée à Paris. Et vraiment, il y a des gens qui se disent « moi j'ai marché », alors on se dit « mais vous n'étiez pas dans la liste des marcheurs ». Mais c'est que de fait, il y a beaucoup de gens qui ont marché. Et s'il n'y a pas eu vraiment une transmission, c'est vrai que dans les quartiers, vous demandez aujourd'hui cette marche, bon maintenant ils doivent commencer à en entendre parler, mais pendant longtemps personne n'en reparlait. En revanche, ceux et celles nombreux qui avaient participé à l'événement d'une manière ou d'une autre en parlaient. Et moi j'ai toujours été frappé durant ces 30 ans de rencontrer régulièrement des gens qui me disaient « j'y étais, vous vous souvenez ?»
je les avais pas, je me souvenais pas les avoir vus, mais ils y étaient, bien entendu. Voilà. Donc c'est ça que je voulais souligner, la dimension collective. Et merci du travail que vous avez fait, parce que je crois qu'il est nécessaire, qu'il est important. Et merci d'être là, parce que la marche continue, tout simplement. Merci, bonne projection. Karim, qu'est-ce que tu en penses de la marche des beurs? La marche de quoi? La marche des beurs. C'est quoi ça? Ils n'en ont jamais entendu parler. Nous sommes également très touchés par votre présence et honorés, ainsi que par cette invitation, Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, parce que pour nous, c'est très important d'avoir aussi cette possibilité d'échanger avec vous. Alors, on va essayer de ne pas être trop bavard pour vous laisser peut-être nous poser des questions et surtout profiter de la présence du Père Christian Delorme, acteur incontournable de ces années de mobilisation pour l'égalité et contre le racisme, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, je vais peut-être, comme on fait, mon cher co-auteur, peut-être vous dire quelques mots sur notre intention quand on a proposé ce film, et peut-être vous éclairer sur la genèse de ce film. Donc, vous l'avez vu, c'est un film documentaire de 59 minutes. Donc, on a grappillé ce qu'on pouvait grappiller de minutes supplémentaires. Comme vous l'aurez compris, c'est une histoire très riche. Nous avons fait le choix, Thierry et moi-même étant les co-auteurs, au départ, de croiser nos regards, moi d'historienne et toi de journaliste qui a vécu ces années-là. Moi, j'aime à rappeler que j'avais 6 ans l'année de la marche. Voilà. Et oui. Et j'ai découvert à l'âge de 20 ans, je raconte ma vie ce soir, cette histoire, et j'ai été frappée, étant moi-même enfant d'une famille d'immigrés algériens, de n'avoir jamais entendu parler de ces mobilisations, de la marche pour l'égalité contre le racisme, mais aussi de toutes les initiatives qui ont précédé cette marche, et Christian l'a dit dans ce film, et de l'ensemble de ces initiatives qui, comme je vous l'ai dit en introduction, s'inscrivent dans la tradition française des mouvements sociaux en faveur des droits civiques, de l'égalité et contre le racisme. Ça, je tiens vraiment à le préciser, même si, bien évidemment, nous pourrons débattre ensemble de ces labels. Nous, on a choisi d'appeler ce film « Les marcheurs chroniques des années beurre », et on pourra s'en expliquer. Mais effectivement, il s'agit vraiment d'un mouvement social français, de France, qui s'inscrit dans une tradition, j'allais dire, des mineurs de fourmis en passant par les mouvements des droits de l'homme qui ont marqué le XXe siècle. Ces marcheurs et marcheuses s'inscrivent vraiment dans cette généalogie. Voilà ce que je pouvais dire en introduction rapidement sur la dimension historique du film. Peut-être, Thierry, te laisser en dire un peu plus et ensuite vous entendre, cher Christian. Effectivement, Naïma, tu soulignais, je crois, si vous avez aimé ce film, c'est peut-être, je pense, le croisement de ces 3 regards. Je voudrais dire, juste pour notre réalisatrice préférée, Samia Charla, qui n'est donc pas là, malheureusement, qui est à Marseille ce soir, c'est intéressant de rapporter son regard, puisque elle avait un point de vue d'Algérienne, ayant vécu en Algérie jusqu'à 30 ans, et elle ne connaissait pas ce monde de l'immigration. Elle en avait même quelques images plutôt caricaturales. L'immigré en Algérie est vécu souvent comme celui qui rentre l'été en vacances avec des devises dans la poche, qui est pas forcément une figure tout à fait sympathique. Et puis, elle rentre dans cette histoire et elle découvre la violence déjà de l'époque. Parce que ce qui est quand même hallucinant, quand on dit qu'est-ce qui a changé, ce qui a changé, c'est qu'il y a quand même moins de crimes racistes. Vous avez eu ces dizaines et ces dizaines de crimes racistes, des policiers, des habitants, etc. Donc cette violence-là, très impressionnante. Et puis, d'autre part, ce qu'on a raconté, c'est vrai, c'est en tout cas notre point de vue, on verra si Christian Delorme le partage, c'est quelque part une occasion ratée, puisque cette deuxième génération a mis le pied dans la porte, l'a entrouverte, et puis la porte s'est refermée. Ce qui donne ce sentiment effectivement d'aigreur, de malaise, et en même temps, le bilan ne peut jamais être aussi manichéen, puisque
vous le soulignez à juste titre, il y a aussi une société qui a avancé, il y a énormément, enfin je vois pour l'avoir vécu, et beaucoup d'entre vous ici, énormément de choses qui ont changé, des Arabes de France au poste à responsabilité, donc tout ça c'est vrai et fondamental. Mais je crois qu'on sent bien qu'on a pris un retard énorme, que quelque chose pouvait se jouer, qu'il y avait vraiment une revendication politique avec des jeunes, oui, sans doute peu formés au militantisme, mais qui avaient senti déjà des choses. Des gens qui, vous avez vu, ont un discours extrêmement construit et qui étaient l'élite quelque part, l'élite en devenir. Cette porte-là s'est refermée et c'est aussi ce qu'on voulait. On voulait témoigner de ça. On voulait aussi donner, Naïma y tenait, moi aussi, une dimension d'histoire culturelle, parce que ces années-là sont indissociables de cette histoire culturelle. Artistes, écrivains, il y a une bande musicale. On a mis une partie de la bande musicale en privilégiant Rachida, mais on pourrait dire qu'il y avait aussi le reggae, il y avait aussi Bob Marley, il y avait aussi du rock de l'époque. Enfin, c'est une époque dans cette dimension-là aussi. Donc, voilà, on voulait restituer quelque part ce climat-là. Et puis, j'évoquais tout à l'heure ce déluge, et moi j'en suis plutôt satisfait, de commémoration aujourd'hui. C'est quand même dangereux parce que si le message pour certains consiste juste à dire ces jeunes sont descendus dans la rue, ils disaient, clamaient j'aime la France et ils sont arrivés voilà à 100 000 à Paris et ils ont été reçus par le président Mitterrand, tout va bien. Non, je veux dire, le message est un peu court. Nous, on veut pas transformer ça en un conte. C'est une histoire, vous avez vu, complexe. Il y avait des courants politiques qui s'affrontaient. Il y a eu une captation d'héritage d'une certaine façon. Et je pense que si on veut être fidèle 30 ans plus tard à cette mémoire-là, il ne faut pas simplement la raconter comme un conte. Ce conte, très clairement, je pense que c'est celui de la fiction, La Marche, qui, je le disais, a une vocation, je pense, intéressante si elle touche des jeunes. Et on le voit, ce film est tant mieux, touche des jeunes, parce qu'il est plaisant, parce que il est accessible, tant mieux. Mais il y a aussi une histoire politique que j'espère on a un petit peu restituée dans ce film. Oui, alors, je n'ai pas encore complètement demandé l'avis à Christian. En tout cas, sur l'ensemble des sollicitations qui lui sont adressées, Christian, vous êtes sollicité, vous êtes généreux, puisque vous nous avez accordé ce temps et avez pu poser un propos pour nous permettre de faire l'histoire, et en tout cas donner un point de vue toujours subjectif, puisqu'il s'agit d'un film documentaire que nous avons voulu le plus documenter, comme vous l'avez vu. La part belle est faite aux archives, avec une dimension de l'émergence, d'une effervescence, d'un élan qu'on sent bien. Jamel, tout à l'heure, évoquait la fraternité, cette surprise des jeunes marcheurs de rencontrer cette France qui n'était pas hostile à leur égard, même si le climat, tout à l'heure Thierry l'a rappelé, était très tendu et très violent à leur rencontre. Ça, on le fera en privé, sans recueillir toutes vos critiques et vos points d'amélioration. J'aimerais simplement que vous puissiez dire quelques mots avant de laisser la parole au public sur comment vous vivez un peu le regard porté par la société d'aujourd'hui sur les mobilisations d'hier auxquelles vous avez participé, et comment faire l'histoire, comment évoquer ces transmissions. Aujourd'hui, une fiction, des films documentaires, des ouvrages, dont le vôtre. Il doit en rester peut-être 1 ou peut-être 0, je ne sais pas. Mais blague à part, effectivement, il y a pléthore d'initiatives aujourd'hui qu'il n'y a pas eu pour le 10e anniversaire, qu'il n'y a pas eu pour le 20e anniversaire. Quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui ? Merci. Écoutez, je n'avais pas vu le film, mais j'en avais déjà entendu beaucoup de grands biens, et je n'ai pas été déçu. Au contraire, j'ai été enthousiaste, et je vous remercie de l'avoir fait. Je pense que c'est très important qu'il y ait un documentaire comme celui-ci qui vient en contrepoint ou compléter le film long métrage qui sort, dont vous voyez les affiches de partout, qui lui raconte une belle histoire, une épopée. Ça a été une des dimensions de cette marche, mais il était nécessaire aussi d'ancrer cette histoire dans l'histoire des luttes de l'immigration, dans l'histoire de France tout court, et puis aussi de mettre à jour les discussions, les débats qui ont été déjà les nôtres et qui continuent encore d'être les nôtres, parce que vous n'avez pas fait un film uniquement historique, c'est un film pour aujourd'hui, c'est un film qui
nous interroge. D'ailleurs, c'est assez magnifique d'entendre les uns et les autres, les acteurs d'il y a 30 ans, qui ont toujours une parole forte aujourd'hui. Je trouve aussi assez génial que vous ayez eu le souci d'aller interroger des femmes qui ont été actrices, parce qu'on oublie souvent que ce mouvement Beurre, on l'a souvent masculanisé, et parce qu'on pense toujours banlieue, Loubar, Matou, etc., alors que les filles ont joué un rôle important, et notamment dans la marche, la place de plusieurs jeunes filles, jeunes femmes, a été essentielle. J'ai aussi été très très heureux de ce que vous ayez eu le souci, mais je sais que ça fait partie de votre histoire, de faire place aux auteurs musicaux en particulier de ces années-là, parce que je crois vraiment que la musique, l'art, et Jacques Lang qui est ici le sait bien, ont un rôle aussi irremplaçable dans les luttes pour la dignité, pas seulement pour distraire les gens, pour leur faire oublier leur malheur, mais aussi que le combat il passe par là. Il y a une phrase très très forte, je n'avais jamais vu cette interview de Mehdi Charef à l'émission de Bernard Pivot, Mehdi Charef qui a publié le premier grand roman d'un jeune issu des immigrations postcoloniales, le thé au harem d'Archie Ahmed, et qui dit de manière très très forte: pourquoi vous écrivez? Parce que je pouvais pas, il fallait pour vivre, pour ne pas mourir, quoi. Et je crois que la marche, ça a été aussi ça. Les jeunes qui sont partis de manière incroyable, qui ont choisi de marcher, c'est parce qu'ils ne voulaient plus mourir. Ils ne voulaient pas mourir. Hein. Et je crois que ça, il faut vraiment l'entendre. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a toujours des centaines de milliers de jeunes et de moins jeunes qui ne veulent pas mourir et qui cherchent des moyens de s'en sortir. Ces moyens peuvent être divers, c'est le hip-hop. Moi, je crois que ça reste quelque chose d'important, et pas le hip-hop commercial, mais il y a une parole de résistance, de lutte et d'espérance dans le hip-hop, comme des jeunes le font, le vivent dans les quartiers. Ça peut être le hip-hop, ça peut être la délinquance. Et bien sûr qu'il y a trop de jeunes qui croient que c'est une voie de sortie. Ça n'en est pas une, même si ça peut être une provisoirement. Il y a ceux qui choisissent, et c'est bien dit également par le fondateur de Zedda, Majid Sharfi, quand il dit vous dites que j'ai pas place ici, alors il faut que je me le construise mon ici, et que la religion, ça peut être une manière de se construire son ici. Malheureusement, il y a une religion qui peut être ouverte, il y a une religion qui peut être fermée. Voilà. Donc je crois que votre film, il nous invite aussi à regarder la réalité. Et je termine en essayant de... Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais Thierry disait tout à l'heure, il y a une porte qui s'est entrouverte, les jeunes ont mis le pied et puis la porte s'est refermée. Moi je crois qu'en fait la porte ne s'est jamais vraiment ouverte à certains niveaux de la société. Et je crois que malheureusement, la porte ne s'est jamais vraiment ouverte au niveau politique, au niveau médiatique. Et je crois qu'on a besoin de nous questionner, et là je satisferai l'historienne, sur la structuration de nos mentalités, de notre mentalité collective. Madame Taubira est là, et je la salue avec un infini respect. Mais les attaques dont vous avez fait l'objet récemment montrent qu'il y a un refoulé d'une mentalité qui s'est construite depuis l'époque de la colonisation et qui est encore dans nos têtes. Et c'est pas seulement dans la tête de gens de droite ou d'extrême droite, mais aussi dans des têtes de gens de gauche. Et je suis sûr que moi aussi, de temps en temps, malgré moi, il y a du refoulé qui revient. Et je crois vraiment que si le politique ne s'est pas ouvert, quand je dis c'est pas ouvert, François Mitterrand a reçu une délégation de marcheurs, mais le relais n'a pas été pris, et comme le rappelait Azouz Begag à la fin, en 2013, 5 maires issus de l'ancien empire colonial. Alors qu'il y a des milliers de chefs d'entreprise, des dizaines de milliers d'ingénieurs, de commerciaux, etc. Le monde économique, c'est beaucoup plus ouvert. Le monde culturel, en partie, encore que il y a le domaine interculturel, etc.
C'est pas si mélangé que ça. Hein. Mais je pense que la vraie question, c'est pour le monde politique, pour le monde médiatique qui continue à véhiculer ces schémas sans toujours s'en rendre compte. Et que c'est là qu'il faut faire un énorme travail et qu'on a pris beaucoup de retard, mais les historiens savent que les sociétés évoluent lentement. Alors, je ne voudrais pas rester sur une note complètement pessimiste, parce que moi, ce qui me fascine et me permet de sourire encore, c'est que la société française est une société paradoxale. Elle va voter de manière terrible hein, en mars prochain pour un parti que vous savez, par désespoir, par peur, etc. Mais une partie de ceux-là même qui votent, quand on les interroge sur quelles sont vos personnalités françaises favorites, eh bien, on a eu Yannick Noah pendant longtemps, on a eu Zinedine Zidane, maintenant on a Jamel Debbouze. Voilà, le paradoxe de la société française. Donc il faut se saisir de ces brèches et continuer à mettre le pied dans la porte. Donc de l'espoir. Alors, de l'espoir, justement, de l'espoir. Alors, ce que j'entends dans ce que vous dites, Christian, c'est cette fameuse déconstruire nos préjugés. On disait, avec mon ami Pascal Blanchard, décoloniser les imaginaires. Un travail d'éducation sur nos propres préjugés, nos propres représentations. Et je nous inclus tous. Nous-mêmes, historiens, nous pouvons produire du stéréotype. Et moi qui démarre, hein, Benjamin, dans ce domaine de l'image, justement, mettre en image, c'est une mise en scène d'un propos, d'un récit historique. Et effectivement, la parole des acteurs et des actrices que nous avons sollicité pour ce film, mais aussi de tisser cette parole, de les faire dialoguer avec des archives. Bien évidemment, 59 minutes ne suffit pas à complètement cerner toute la complexité de ces années beurre, mais ça a été pour nous, en tout cas, une aventure, comme l'a rappelé tout à l'heure Thierry, collective, puisque nos 3 regards se sont croisés, mais aussi ont rencontré, et là je tiens vraiment à les saluer ce soir, l'amitié et le regard critique de personnalités. Je pense à notre ami Hamid qui nous a reçus dans sa cave de jazz avec ce beau fauteuil rouge que Christian regrette déjà parce qu'il était extrêmement confortable. Je parle de notre productrice Nancy qui est là ce soir, qui nous a aussi aidé avec son regard critique, ou Jean-Jacques qui nous a permis d'avoir de magnifiques images pour ce film. C'était un choix esthétique de la réalisatrice aussi, de donner toute sa place au récit historique, au dialogue avec les archives. Et ce propos de réalisation, elle l'a voulu pour permettre au plus grand nombre de s'approprier des repères historiques sur des années, sur une génération, l'amorce d'une élite qui aujourd'hui participe, comme nous tous, à la construction de l'avenir de ce pays, qui lui permet de nourrir ses forces vives, même si bien évidemment nous avons un regard mature 30 ans après, pour essayer de comprendre ça et là ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, ces décloisonnements médiatiques, même s'il n'est pas complètement satisfaisant, vous le rappeliez Christian, c'est entrer en politique, cette volonté de participer au débat de notre société, mais aussi la persistance de relégation, de discrimination. Nous ne sommes pas dupes, mais la question aujourd'hui, c'est d'en débattre et d'avoir la maturité de soulever ça et là les problématiques qui ont concerné ces années-là. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu rapidement. Alors, je vous propose, alors je pense qu'il y aura un micro qui va circuler dans la salle. Charmant jeune homme qui va, voilà. Attendez, alors je vois pas très bien. Donc ici, je vous en prie. Une première question, ensuite monsieur, ensuite madame. Oula, alors on va arrêter de lever les bras parce que je voudrais ne rater personne. Vous me rappellerez si je vous ai oublié. On va prendre 3-4 questions. Alors concises, je vous préviens, je vais être dictatorial. J'ai l'ingé son avec moi qui peut couper le micro. Donc je vais vous demander d'être pertinent, concis. Voilà. Allez-y. Bon, c'est assez bref. Tout d'abord, merci. Merci aux auteurs des films. Merci surtout à notre ami, le militant infatigable de Monsieur Christian Delorme avec ses interventions. La première question qui me vient tout de suite à l'esprit, moi je dirais que j'étais membre d'une association qui s'appelait le CAIF, et je me rappelle que j'avais reçu parmi mes camarades, parmi les membres de l'association, l'arrivée
de ces marcheurs. Et on avait une discussion politique, je dirais. Et ça m'inspire tout de suite la question, pourquoi ça n'a pas été catalysé, ce mouvement n'a pas été catalysé et ça n'a pas donné la naissance d'un mouvement, d'un parti politique. Voilà. Merci. Vous avez presque failli être coupé, cher ami. Hein. Ah bon? Attention, le public est avec moi. À côté? Bah oui, mais pas de piston ce soir. Voilà. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Je m'appelle Henri-David Kalalobé. J'étais journaliste à Sans Frontières de décembre 80 à décembre 85. Et effectivement, avec le père Delorme, le débat avait commencé dès les années 81, avant le second tour des élections, sur la seconde génération et sur le vote émigré. Et quand il y a eu la marche de 83, nous autres journalistes noirs et africains de Sans Frontières, on était solidaires parce qu'effectivement, toutes les bavures étaient sur les Arabes. Il y avait chaque fois, chacune, c'était un petit gosse de 10 ans qui s'était fait buter, c'était insoutenable. Et quand il y a eu la marche, on a fait un album photo sur la marche avec un photographe de Sans Frontières qui s'appelait Akli. Et à l'époque, le rédacteur en chef, Amar, m'avait demandé de faire parvenir cet album photo à l'Élysée à Madame Paulette Decrène, qui s'occupait de la francophonie, pour que les marcheurs soient reçus à l'Élysée. Et ce que je trouve regrettable, c'est que dès le départ, on était dans une solidarité de lutte, nous, Africains et Antillais, avec nos collègues rebeux, parce que c'était insoutenable, c'était que des gosses qui se faisaient buter dans des cités, ils sont en train de jouer, il y a un mec qui prend sa carabine et il tire. Et ce que je trouve un tout petit peu regrettable, c'est que on a l'impression, quand on regarde votre excellent documentaire, que c'est comme si nous autres de la communauté noire, africaine ou antillaise, on n'a pas été solidaires. On a tout le temps été solidaires. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout à votre honneur, monsieur. Alors attendez. Mais là, je vais faire du piston. Alors je veux un instant, parce qu'on a la chance d'avoir Sali Amara ce soir avec nous. Donc je vais lui demander de prendre la parole rapidement. Ensuite, monsieur, je vous ai vu. Vous avez été à l'un des premiers. Au fond, je vous promets, je vous oublierai pas. Bon, la soirée va être pas trop longue, alors on va faire encore plus bref. Sali. Bonsoir à tous. Je voulais mettre l'accent sur différents clivages que l'on voit pas du tout justement dans votre film et que je juge importants. Christian l'a rappelé, à savoir que à cette époque-là, c'était les filles qui étaient leaders et que les garçons, en opposition aux garçons qui étaient considérés comme délinquants, voyous, et on les opposait les uns aux autres. Je reviens également sur les ouvriers de Poissy-Talbot, à savoir que c'était des ouvriers, entre guillemets, à expulser par rapport aux jeunes qui étaient intégrés. Et on les avait également opposés les uns aux autres, si bien qu'on a dû manifester ensemble. Un mois après la marche, nous n'étions que 2000, alors qu'un mois auparavant, tous les antiracistes étaient là, présents, à savoir plus de 100 000. Autre élément, je reviens également sur l'existence de Convergence. C'est vrai que énormément de comités de soutien n'ont pas aidé Convergence. Pas seulement parce qu'on estimait que un an après on pouvait pas recommencer la même histoire, mais il faut savoir que que la base de Convergence était une manifestation, une marche sur les couples mixtes, et que ce n'était pas notre priorité, puisque nous, notre priorité à l'époque, c'était les exactions policières. Le final devait même se terminer à la Concorde avec des baisers entre couple mixte. Ça, c'est important à le rappeler. Et je voudrais également souligner qu'aujourd'hui, Farida Belroul, qui est une femme brillante, cohérente, etc., aujourd'hui, elle s'affiche quand même avec Alain Soral. Et c'est important de le rappeler et de lui, de la mettre... Bon, ça, c'est une autre histoire. Oui. Okay. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi que différents acteurs de l'époque ont eu des trajectoires extrêmement différentes. Absolument. Jida, on peut dire même qu'elle est allée à l'UMP et qu'aujourd'hui, elle est à l'UDI. Mais il y en a qui sont toujours sur le terrain
et qui sont encore fidèles. Je ne dis pas de nom, mais Christian le sait, il en rigole. Ah, ça, en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Oui. On va devoir arrêter. Tu veux Le ajouter un seul dernier acquis, mot? s'il y a un acquis dans Oui. toute cette marche, c'est qu'aujourd'hui, on sait que SOS Racisme a empêché l'émergence d'un mouvement autonome de gens issus de l'immigration. J'ose pas dire de jeunes, le nôtre. Et ça, le masque est tombé. Monsieur, j'ai promis à monsieur, ensuite je vous promets, je vous ai tous vus. Je vous ai tous vus. Voilà. Monsieur. Merci. Moi, je me retrouve énormément dans l'intervention précédente. Je voudrais juste, puisqu'il fallait finir sur une note Ils n'ont d'espoir, pas de questions pour la vous. mettre au Christian. début. Voilà. La mettre au début, le samedi, le 7 décembre prochain, il y a une manifestation dont l'objectif est que les commémorations actuelles ne soient pas un enterrement en grande pompe. Donc, j'invite tous les gens dans cette salle à y être présents. Et maintenant, j'en viens à mes questions. À votre question, on va pas en donner deux, hein. Une seule, monsieur. Ah bah, vous tapez marche pour. Hein, c'est à Barbès. À Barbès. Alors ça démarre au square Saint-Bruno. Saïd Bouziri, grand militant du mouvement Travailleurs Arabes et membre de Sans Frontières, monsieur parlait de Sans Frontières, et ça se termine à République, et c'est le 7 décembre, à l'appel de nombreux collectifs d'associations militantes. Voilà. Votre question, monsieur, rapidement, s'il vous plaît. Sinon, mon ami, tu coupes le son. Attention. D'accord. Samir est aux commandes. Très rapidement, oui. ma question sur la question du racisme, plutôt que souvent on pose le problème en termes individuels, en termes interpersonnels, et j'aimerais savoir comment vous envisagez, comment vous posez vous la question de la xénophobie d'État, du racisme structurel, institutionnel, parce que je pense que ce qui arrive à Madame Taubira, ce que fait une partie de la gauche, c'est quelque chose de structurel. Et à mon avis, en tout cas, c'est sur ça que pour ma part, j'ai envie d'agir aujourd'hui, parce que les comportements de piliers de comptoir ou de relations interpersonnelles, c'est pas sur ça qui m'intéresse. D'accord. Alors je vais vous couper parce que je vous ai dit que j'étais un dictateur. Une première série de réponses et les deux dames au fond, Alima devant, j'ai bien vu. Vous inquiétez pas. Thierry, concis. Non, je voudrais juste répondre parce que la question nous est de temps en temps posée. Vous avez bien fait d'évoquer le parcours, par exemple, de Farida Belgoul en disant qu'elle est aujourd'hui dans la mouvance d'Alain Soral, ce qui est tout à fait vrai. Certains peuvent nous dire, mais voilà, vous avez omis cet élément d'explication. D'ailleurs, Farida Belgoul est passée par beaucoup d'autres courants du royalisme et j'en passe. Tout simplement pour vous dire que notre point de vue d'auteur, c'était de dire nous prenons ces témoins, marcheurs ou non marcheurs, dans leur époque. On n'a pas évoqué non plus le passage d'Azouz Begag au gouvernement, effectivement Jidad Azdaït et ses engagements différents, etc. Donc il n'y a pas occultation et on ne voulait pas cacher que Farida Belgoul était dans cette mouvance, de mon point de vue, nauséeuse actuellement. Mais voilà, c'était un point de vue, un parti pris du film. C'était juste pour expliquer ce qui n'est pas pour nous une omission. Et puis, comment faire une histoire des mouvements politiques des années beurre, évoquer Convergence 84, on ne peut pas gommer certains acteurs, même si on ne partage strictement pas leurs opinions aujourd'hui, et pour Farida Belgoul, et pour Azouz Begag. Moi je peux faire une liste beaucoup plus large encore que Farida Belgoul, mais ça c'est Naïma Yahi, la citoyenne. Mais quand on est historien, on a pris ce parti pris de donner aucune tribune par rapport à leur positionnement d'aujourd'hui, mais essayer de comprendre en faisant dialoguer. Nous n'avons pas prévenu Christian Delorme que quand il s'exprimait sur Convergence 84, nous allions aussi recueillir le témoignage de Farida Belgoul. Et vous avez des points de vue différents sur des événements que les uns ont vécu d'une manière et d'autres d'une autre manière. Et si vous voulez, ça a été notre point de vue, même si Salia a raison, si elle veut le préciser. Et ça nous a même donné presque l'envie de faire un deuxième film sur que sont-ils devenus, voilà. Ce qui nous éclairerait aussi sur les trajectoires individuelles qui nourrissent aussi un certain regard sur cette histoire des mobilisations, sur ces questions fondamentales de l'égalité et du racisme. Alima, et ensuite mesdames au fond. Oui. Alors madame, vous allez devoir attendre que ces deux dames du fond interviennent. Alima. Alors on va faire ultra court parce qu'on a 5 minutes
32. Oui, merci beaucoup pour ce film extraordinaire et très informatif. Ma question est pour Christian. Quand vous avez été reçu par le président Mitterrand, là sur la photo, il n'a pas l'air très chaleureux. Je sais pas, il n'avait pas l'air très chaleureux. Il avait plutôt l'air que vous veniez là pour l'embêter. Je voudrais savoir comment ça s'est passé, ce qu'il vous a dit, les promesses qu'il a pu faire. Merci. Alors, je vais laisser Christian répondre très vite. François Mitterrand, c'était pas Jacques Chirac. On n'avait pas envie de lui taper sur le ventre au bout de 2 minutes. François Mitterrand était quelqu'un qui gardait toujours une grande distance, mais il a été fidèle à une promesse, puisque il était venu au Minguette au mois d'août 1983, le 10 août. On avait été quelques-uns à le rencontrer. Je ne raconte pas, c'était assez surréaliste d'ailleurs sa venue. Et nous lui avions annoncé la marche et il nous a dit, si vous arrivez à Paris, je vous recevrai. Alors après, bien sûr, ça s'est pas fait aussi facilement, mais il nous a de fait reçus. Et puis il y a eu au bout cette autre histoire étonnante, mais je peux pas tout, dans le temps qu'on a, tout raconter. Si vous êtes pistonné, Christian, vous pouvez y aller. Où il a dit oui à la carte de 10 ans, alors qu'il ne maîtrisait pas du tout le sujet, puisqu'il nous a dit, au bout d'un moment, il y a 3 questions, un peu d'agacement. J'ai dit oui à la carte de 10 ans. J'en ai parlé l'autre jour avec le président Chadli. Alors, les Algériens avaient déjà, depuis 1968, un titre unique de 10 ans. Donc, vraiment, le président ne maîtrisait pas. Mais il y avait Yannick Moreau et Ségolène Royal, qui étaient les 2 conseillères sociales à l'époque, et Yannick Moreau, qui était une juriste, qui avait participé au GISTI, au groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, qui nous a dit, il a dit oui à la carte de 10 ans, il y a l'AFP derrière la porte, vous le dites bien, ce qu'a fait Toumi Djadja, ce que vous avez vu, voilà. Mais après, il a fallu se battre encore. Je crois que d'ailleurs la leçon, c'est que il faut toujours se battre, parce que même s'il y a eu le oui présidentiel, ça coinçait dans certains ministères, notamment au ministère de l'Intérieur, et il a fallu que de nouveau on insiste, qu'on fasse jouer des tas de réseaux. Et là, Georgina Dufoy a joué un rôle absolument extraordinaire. Et je crois qu'on peut vraiment lui rendre hommage. Il y a des personnages qui, à un moment donné, comme ça, Madame Taubira en sait quelque chose avec des lois récentes, qui arrivent à faire passer quelque chose. Elle a réussi à faire passer la carte de 10 ans. Alors là, c'est pas ce qui vous est arrivé, Madame, mais à l'unanimité. Incroyable. Elle m'a raconté l'autre jour qu'elle avait eu une discussion par téléphone avec Jacques Chirac pour obtenir cette unanimité. C'est assez étonnant. Merci, Christian. On a oublié Halima. Donc Halima, s'il vous plaît. Non, Halima d'abord, parce que j'ai donné ce droit de parole à Halima, mais elle n'était pas placée au bon endroit. Voilà. Alors Halima, promis, très court. Sinon, Samir, tu coupes. Halima Boumedienne. Ouf. Non, très courte. On s'aperçoit en fait que les combats d'hier restent les combats d'aujourd'hui, en particulier sur 2 points et qui feront l'objet de mes questions. Les crimes racistes et les violences policières qui se poursuivent. Ces 10 dernières années, des dizaines et des dizaines de jeunes et de moins jeunes, Ali Ziri, 69 ans, à Argenteuil, tués par violence policière, dont la police est toujours en poste, relaxée, et dont, à chaque fois que l'on a fait appel et procédures, ont été reclassées. Donc, les violences policières et leur impunité, qui continue à être une réalité malheureusement, sans parler du harcèlement, puisque on attend encore la loi, par exemple, sur le contrôle aux faciès. Ça, c'est un des points qui continue à montrer que les combats restent présents. Le second point, c'est la question du droit de vote. En effet, il est très facile de continuer à dénoncer le racisme, à condamner le racisme, mais si on n'est pas concret, si on n'apporte pas des réponses politiques concrètes, eh bien, le rapport de force continuera à être pas de notre côté, et il est clair que la question du droit de vote est fondamentale dans ce combat contre le racisme. Alors pourquoi, et c'est la question, pourquoi aujourd'hui on a beaucoup moins de personnes qui sont présentes pour réclamer et peut-être même exiger que sur ces 2 questions particulières, justice et vérité contre les violences policières et le droit de vote, ne deviennent pas des réalités. Ça sera l'objet de notre grande manifestation le 7 décembre de Barbès à République. Parce qu'on veut bien dénoncer le racisme, mais avec un véritable, combat politique. L'égalité des droits, ça fait partie des armes du combat politique. Donc c'est l'éveil des consciences que vous appelez de vos voeux. Bon, je résiste pas, Madame Taubira, Madame la garde des Sceaux. Vous voulez pas nous dire un petit mot? Non? Petit bonsoir, un petit truc. C'est la Saint Naïma aujourd'hui.
Oui, mais ça leur fera plaisir de vous entendre, au moins les saluer. Je suis désolée, je vous prends au dépourvu. Voilà. Simplement un petit bonsoir. Non, vous êtes irrésistible, mais enfin, c'est une drôle de manœuvre. Merci en tout cas à tous pour l'accueil de tout à l'heure. Évidemment, je crois qu'il n'y a pas de hasard à ce que vous m'interrogiez après la double question d'Alima. Vous comprendrez bien que je ne m'exprime pas sur ces doubles questions, même si j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer publiquement. Il y a eu un arbitrage du gouvernement, tout le monde connaît ma position puisque je l'ai exprimée publiquement. Je ne vais pas renoncer à mes engagements, je ne vais pas les piétiner, donc bon voilà, mais j'appartiens au gouvernement et nous menons des luttes à l'intérieur. Nous avançons sur certains points, mais il ne m'appartient pas, y compris de vous dire les points sur lesquels nous avons avancé, parce que ça n'est pas mon champ de compétences, mais un combat intérieur nous a permis d'avancer. Moi, je veux juste dire que chaque génération porte ses combats, simplement, et qu'il y a des moments extrêmement difficiles. Il y a des moments où c'est vrai que les institutions sont hostiles, et donc les combats sont encore plus difficiles à mener. Mais chaque génération porte la sienne, comme disait Fanon d'ailleurs. Hein, chaque génération doit réaliser qu'elle a une mission et qu'elle doit soit l'accomplir, soit la trahir. Donc il faut arriver à accomplir sa mission. Mais c'est vrai que c'est difficile de définir les objectifs parce que les choses se sont noyées, parce qu'il y a des acquis, il y a eu des conquêtes, et puis il y a eu des reculs. Il est indiscutable qu'il y a eu des reculs. Et lorsque le père, Christian Delorme, tout à l'heure, parlait de l'irruption à notre corps défendant, parfois, d'un certain refoulé, donc de clichés, de représentations, je crois que c'est une réalité, parce que de toute façon, la mémoire collective a été imprégnée de toute une série de schémas. Et dès que les digues s'abattent, ces schémas reprennent le dessus, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc ce qui se passe en ce moment, indépendamment de ma personne, qui n'en est pas affectée, je dois le dire au grand désespoir de certains, mais ce qui se passe en ce moment, c'est que nous arrive-t-il ? Voilà. Que nous arrive-t-il collectivement ? Et comment nous y répondons collectivement ? Et comment nous faisons en sorte que justement les institutions ne soient pas hostiles aux combats républicains qui sont des combats pour les libertés individuelles, pour l'égalité et pour la capacité que nous pouvons avoir à vivre ensemble. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et c'est ça que nous devons arriver à formuler, à dessiner, sans doute à y apporter des réponses un peu classiques telles que les marches, telles que les solidarités, telles que toutes sortes d'initiatives, mais sans doute que nous avons à franchir un autre pas, parce que la société elle-même a changé, parce que elle-même a accumulé quelques fragilités aussi, et parce que nous vivons dans un monde extrêmement ouvert et que nous sommes constamment aspirés sur des problématiques extrêmement diverses. Mais ça ne doit pas nous faire oublier les combats immédiats que nous devons livrer. Donc moi, je regarde, j'avoue que depuis le mois de juin, j'ai essayé de voir comment allait s'organiser la commémoration, c'est-à-dire le fait de faire mémoire ensemble sur cet événement. Et j'ai reçu à la chancellerie plus d'une quarantaine d'associations, pas plus de 10 à chaque fois. Et puis il y en a que j'ai revues, et j'essaie de voir comment les choses, mais sans prendre, voilà, sans mettre la main sur des choses qui pouvaient se faire. Et j'ai dit, mais est-ce qu'il est possible d'envisager, c'était en juin, je veux dire qu'il ne m'était encore rien arrivé, encore qu'on avait déjà dit un certain nombre de choses qui préparaient ce qui s'est dit récemment. Mais en juin, en dehors de tout cela, je me demande, est-ce qu'il est concevable que de certains de nos territoires, et très clairement de nos quartiers, où la mixité sociale, culturelle a quand même reculé, où l'État a quand même assez largement déserté, est-ce qu'il est concevable que de ces territoires-là, de nos quartiers, monte une parole qui dise à la fois l'unité et la pluralité de la France? C'est un petit peu sur ce fil rouge que j'ai reçu toutes ces associations, ces personnalités, dont des personnes là que j'ai revues et qui avaient participé à l'organisation de la marche. Et voilà, j'ai vu les choses un petit peu s'effilocher au cours du temps, c'est-à-dire que j'ai essayé d'arroser un espoir un peu désespéré pendant 4 mois, avant de me rendre compte qu'il y a quelque chose de peut-être cassé, provisoirement sans doute, mais j'ai pas vu apparaître l'énergie qui pourrait faire émerger de ces lieux-là une parole qui dise l'unité de la France,
Le fait qu'il n'y a pas à négocier sur l'égalité, il n'y a pas à transiger sur l'égalité, qu'il y a des libertés à défendre et qu'il y a encore du lien à construire. Voilà, nous devons nous retrouver. Il faut que nos institutions soient solides. Il faut que ceux qui animent nos institutions sachent qu'ils sont au service de la population, du peuple et des citoyens. Mais il nous faut arriver à recoudre tout cela ensemble. Je me rends compte que vous avez été très, très partial à mon égard, puisque j'ai très largement abusé. Je vous mais moi, excusez. Comment dire? Moi, je vous dis ça, Madame la Garde des Sceaux, j'adore quand vous citez Frantz Fanon. J'aime vos citations, donc j'étais obligée de vous forcer la main. Et vous êtes d'accord avec moi qu'avec une belle parole comme celle-ci, on est obligé de clore le débat. C'est difficile de parler après Frantz Fanon. Donc merci Madame la Garde des Sceaux, merci Mesdames et Messieurs d'avoir participé au débat. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à revenir jeudi prochain, dans le cadre des Jeudis de l'IMA. C'est un grand bonheur de venir vous présenter ce film aux côtés du Père Christian Delorme. On vous salue également de la part de la réalisatrice, Samia Chala, et on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.